Moi, je travaille tout le temps, je développe tout le temps. Et je me dis que c'est la base, c'est ce qu'il faut. Et que c'est l'exemple qu'il faut pouvoir donner, voilà, parce que dans mes classes, c'est épouvantable. Ils travaillent. Donc, ils doivent travailler, ils doivent produire, ils doivent, etc. Je peux parler de mon expérience professionnelle. Le jour où je me suis posé des questions sur qui j'étais, ce que je voulais devenir, comment je souhaitais impacter mon environnement et surtout rebondir, la première personne dont on m'a parlé, c'était toi. Et je ne te connaissais pas. Et c'était une recommandation qui venait d'une plateforme professionnelle, et dans chacune des recherches que j'ai eu à faire, tu étais le premier nom qui apparaissait, et ce jour-là je me suis décidée à te parler, et bien heureusement tu as eu la bienveillance de pouvoir me faire un retour et de m'accompagner à ce sujet-là. Et je pense que l'objectif que tu t'es fixé a presque été atteint, si ce n'est atteint, parce que tu es une référence dans ton domaine. Quelles sont alors les valeurs qui te définissent? Si on doit parler de Joël, qu'est-ce qu'on dirait de toi? Comment tu souhaiterais justement te présenter et définir les valeurs qui sont les tiennes, les qualités qui font de toi justement l'homme, le professionnel et le coach qu'on voit au travers des expériences qui sont les tiennes? Extrêmement altruiste, ça va même vers une grande sensibilité. Les gens ne savent pas. Moi, j'aime les gens. Je me suis rendu compte que le fond de l'affaire, indépendamment de tous les aspects techniques, c'est un amour des gens. Je suis solitaire, réservé, donc j'observe le monde. Et je trouve qu'il ne fonctionne pas idéalement. Le cas des Africains m'importe plus que celui des autres parce que j'ai une admiration pour eux. Je trouve que ce sont des survivors. Ils ont l'habitude de présenter ce qui les concerne sous l'angle du problème. Mais je ne connais aucun peuple qui ait résisté à toutes sortes d'agressions. Je n'en connais aucun. Il y a eu des peuples qui ont eu à traverser des moments. On nous parle des Juifs qui auraient pérégriné longtemps. Ces Africains-là ont été traités moins que des bêtes. Je n'ai pas entendu de suicide, parler de suicide collectif. À aucune époque où ça s'est passé. On parle des 4 siècles d'esclavage, mais il y a 1300 ans du côté des Arabes. Et là-bas, ça a été brutal. C'est les enfants de 10 à 12 ans qu'on castrait. D'abord, la traversée du désert, c'était à pied. Vous imaginez le petit frère que vous avez. Est-ce qu'il faut imaginer ça comme ça? Ils préféraient les enfants parce qu'ils trouvaient que ils étaient plus conditionnables. Mais en même temps, il y avait une grosse contradiction. Ils ne les traitaient pas mieux. Et donc il fallait traverser le grand désert là, à pied. Et il n'était pas prévu des provisions d'eau pour... Et une fois qu'on était arrivé à bon port, si on avait survécu, on devait subir l'épreuve de la castration. C'est-à-dire brutal, ce n'est pas une affaire d'anesthésie, etc. Et on dit 60 à 70% n'en réchappaient pas. Je me suis amusé à inventorier toutes les tribulations que les Africains ont subies. J'en ai trouvé plus de 15. On oppose les gens qui ont vécu l'esclavage et ceux qui sont restés en Afrique. On oublie que les Africains ont subi la colonisation des mêmes personnes qui ont esclavagisé. On dit oui, c'est vous qui avez vendu vos frères, il y a quelque chose qui va passer. Les gens ont vendu leurs frères. En tout cas,
ils ont bien été punis, puisque les mêmes là qui ont acheté sont revenus ici et ont fait des choses terribles en matière de colonisation. Prenons la grande RDC, prenons la petite Belgique. Je ne dis même pas la petite Belgique. Les gens ne savent pas que ce n'est pas la Belgique qui a colonisé le Congo RDC. C'est le roi Léopold II. Ce n'est pas la Belgique. Un seul homme a fait autant de dégâts. Les histoires de couper les mains, de couper les têtes, c'était... J'entendais lors de la visite du roi, les gens disaient la Belgique, ils ne connaissent pas l'histoire. C'était pas la Belgique, c'était le roi des Belges. Ok? Les Vikings ont disparu de n'avoir pas pu s'adapter au fait que la viande de bison n'existait plus. Ils ont refusé de manger une autre viande. Ça les a fait disparaître. Nous, on a survécu à tout. On a inventé que nous ne savions pas écrire. Alors que nous savions tellement écrire que nous écrivions dans l'impalpable. Ce sont nos contes dits lors des veillées, la nuit, partout en Afrique, au milieu de tous, à l'intention des enfants, qu'on faisait manger jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés et qu'ils aient sommeil. Donc ils étaient entre le monde du sommeil et de l'éveil. L'éveil, c'était qui? Le conteur. Le conteur dit le conte. Donc l'enfant, il est entre le monde du sommeil parce qu'il a mangé et qu'il est rassasié et que son énergie dépensée, il a besoin de se réénergiser. Et en même temps, il y a le diseur de contes qui dit des choses merveilleuses. Et c'est là qu'on écrivait. On écrivait en faisant de la sublimation. On prenait une histoire par rapport à un problème et on disait comment on pouvait résoudre le problème via un conte. J'ai déjà dit que le conte était sublime puisque celui qui le disait faisait sensation. Une fois que le conte était fini, on lançait à la volée parce qu'il y avait toute la représentation du clan là. On lançait à la volée quelle est la leçon du conte et tout le monde disait à eu et à dia c'est ceci, c'est cela. Et la phrase qui était la bonne pour dire la leçon, c'est ça qui a donné les proverbes. Deuxième moment de sublimation. Troisième moment de sublimation, cette phrase-là allait être prise comme prétexte par un chansonnier qui allait inventer une chanson reprise par tout le monde sur place. Et cette phrase devenait le refrain de la chanson. La chanson, c'est le troisième moment de sublimation, donc d'écriture dans la mémoire. Ils ont dit on ne sait pas écrire. Et une fois que la chanson était dite et psalmodiée par tous, le rythme s'introduisait, c'est-à-dire musical. Avec quatrième moment de sublimation. Et après le rythme musical, il y avait la danse. Et il y avait ça pour chaque grand problème de la vie. Et partout en Afrique. C'est ce que les Africains esclaves ont reconduit. Il ne faut pas oublier, je ne raconte à personne qu'on a tout mélangé. Spaghettis, c'est les mêmes. C'est comme si on mettait des coquillettes avec des spaghettis et d'autres types de macaroni. On mélange tout. Ils ont reconstitué ça. Ils ont reconstitué l'environnement des contes avec tous les éléments de sublimation. Ce qui a donné la capoeira, qui a donné le blues, qui a donné la soul, qui a donné... c'est magnifique. Le gospel et tout ça, qui vient de là. C'est ça ce qu'on appelle survivors. Et donc les gens n'étudient pas cette capacité à être résilient et à ressusciter malgré les tribulations. Tous les peuples ont été esclavagisés, mais aucun ne l'a été de cette manière. Et ceci est fantastique. Et donc ça a ancré en moi quelqu'un qui est profondément africain. Profondément et naturellement africain. Donc il y a les valeurs de générosité. Le développement personnel doit engendrer le développement collectif. On est au début enveloppé personnellement, on profite de ce que d'autres nous donnent. On se désenveloppe personnellement, on se libère de sa coquille, deuxième phase.
La troisième phase, c'est le développement personnel. On va chercher la meilleure version de soi-même, on la développe, on prend confiance, on prend estime. Et quand on arrive à cette quintessence, on sert une communauté. Donc chez nous, c'était très clair. Je suis allé revisiter tout ça et je l'ai formalisé. Je dis c'est dynamique de développement personnel, c'est pas développement personnel. En 4 phases, on peut dire non-management de soi, pré-management de soi, management des autres, comme on peut dire enveloppement personnel, désenveloppement personnel, développement personnel et développement collectif. Donc voilà pourquoi on n'était pas suicidaire, tout était clair. Donc on tient des valeurs de nos ancêtres, ce que nous disons là. Donc je suis profondément altruiste, je me veux généreux et en même temps je suis quelqu'un de déterminé, de rigoureux. Il nous manque ça. Il nous manque ça. Nous sommes donc de rigoureux et de déterminé. Quelqu'un qui a le sens du résultat et de la performance. Donc on voit qu'à la base de tout ça, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, la volonté profonde que les gens aillent mieux. On doit gagner sa vie, on doit faire son parcours, mais dans le fond de la question, il y a une envie de donner tout ce qu'on a pour les autres. Et comme Lucky Luke, quand les gens sont bien et qu'ils se sont requinqués, on s'en va en solitaire. On ne demande pas son reste. On entend parler de soi, on est parfois étonné. J'ai une belle revanche. Dans ma famille large, la famille Baguidi est une famille royale. Voilà pourquoi c'était un problème majeur d'échouer. Je viens aussi d'une famille de bourgeois qui ont impacté l'ancienne armée, où il n'y a que des cerveaux brillants. Je ne pouvais pas, moi, être un échec. Et la grande joie, c'est de voir mon père, ma mère, très 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 fiers, qui ont entendu parler de moi et qui sont venus me dire, mais on entend parler de toi partout. C'est extraordinaire. Et donc les membres de ma propre famille, les Baguidi, quand ils me voient, me remercient. Et je ne comprends pas. Ils disent, non, tu ne sais pas à quel point ce que tu fais est extraordinaire. Nous sommes absolument fiers de ce que tu tiennes haut la dragée. Oui, c'est ça. J'ai ma cousine Hortense qui recevait la médaille, je crois que c'est l'ordre du mérite française, ambassade de France et tout. Elle prend la parole. Nous sommes beaucoup de la famille présente. Elle dit, voilà, c'est lui là. Il tient le flambeau, c'est lui. Lui là. C'est de lui que j'entends parler partout. Joël P. William Baguidi. C'est lui qui tient le flambeau et je le remercie pour ça. Voilà, des moments comme ça ressuscitent, récompensent. Je devais ajouter pour terminer le sens éthique. Moi, je ne veux rien qui ne m'appartienne pas. Et je ne suis pas pressé. Je ne veux pas prendre l'ascenseur. Je veux prendre l'escalier. Ils disent que je suis de niveau international, je ne le crois pas. Je veux travailler, je veux payer le prix, je veux faire ce qu'il faut. Et donc il faut négocier avec Dieu pour la vie et la santé, pour arriver au stade où on est vraiment influenceur. Pas le genre d'influence qui amène à ce dont on nous a parlé dernièrement. Là. Les influenceuses, moi je ne sais pas, ça c'était l'influence. Hein. Bon, moi je veux la vraie influence. Donc c'est pas affaire de presser. De l'influence pressée, là, on a vu où ça a mené. Déjà les gens allaient faire des choses qu'ils ne peuvent pas écrire. Donc bosser, bosser, bosser. Et puis de l'abnégation. De toute façon, la récompense est au bout. Et quand elle vient, et à des fois, c'est comme la pluie qui n'arrête pas de tomber. On se demande où est-ce qu'on va se mettre à l'abri alors qu'on parle de vous. C'est-à-dire, l'humilité vient et on a envie que ça s'arrête et de recommencer à travailler. Mais j'ai confiance. L'affaire là, c'est une affaire de parade. Quand on bosse, j'y pensais encore ce matin, vraiment, ce n'est pas la récompense qu'on rêve. Non, on rêve au résultat. Alors quand la récompense vient, on réalise que donc,
le paradis, c'est ça. Parce que quand les gens disent votre nom et témoignent, et qu'ils viennent de partout, vous vous demandez, mais quand est-ce que ça s'est fait? Parce que vous aviez le nez dans le guidon. Ouais. Mais l'émotion spéciale que ça fait à ce moment instantané, je crois que c'est ça le paradis. C'est-à-dire que ça, c'est éternel. Et on va vieillir si Dieu prête vie. Quand rien ne marchera plus, on se dira j'ai fait. C'est ça la victoire. L'autre chose, c'est que si on part, ça restera. Ça restera dans l'histoire. Et ça, c'est une autre forme d'éternité. Voilà les vraies récompenses. Les choses arrivent, hein, mais vraiment, on ne travaille pas pour la récompense. On travaille pour que des gens aillent mieux. On travaille pour que des personnes se retrouvent. On travaille parce que c'est ça la profondeur de l'affaire. Bon, le reste, c'est le reste. Hein. Le reste, c'est le reste. Il faut ajouter une dernière chose parce qu'on peut oublier la passion. Moi, je suis un passionné. Moi, je suis un passionné de ce que je fais. Donc, je fais attention quand je parle, parce que les passionnés ne s'arrêtent pas. Ouais, je risque de faire concurrence aux fleuves les plus longs, quoi, le Nil, le Congo, tout ça. Les passionnés ne s'arrêtent pas. Donc, je fais attention quand je parle de... Je m'arrête. Donc, je suis un passionné. Voilà, j'ai tout dit sur l'affaire. J'ai répondu à la question. Merci beaucoup, Joël. Nous nous rapprochons du terme de notre échange et sur ces quelques minutes passées ensemble, j'ai appris encore plus que ce que je savais déjà et je te remercie de ton partage et surtout de ta générosité à nous faire part de toutes les expériences qui sont les tiennes. Mais avant d'arriver à ma dernière question, je souhaiterais savoir, est-ce qu'au cours de ton parcours, tu as eu des personnes, des moments, des livres qui t'ont marqué et qui ont contribué à faire l'homme que tu es aujourd'hui? D'abord, des gens, avant les livres, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est d'abord mon père et ma mère. Ça a l'air galvaudé. Non, ce sont des personnalités. Ma mère a considéré que dans un monde brutal, où l'on ne respecte pas la femme, il fallait que ces garçons n'entrent jamais dans ce schéma. J'ai trouvé génial qu'elle ait pensé que nous dussions faire les mêmes travaux ménagers que les filles. Parce que ça nous a amené à vivre la condition féminine dans la chair. On n'a pas besoin de nous raconter. Alors on est arrivé à des situations qui font sourire, on va dire ubuesques, où les jours de grandes fêtes chez nous, ce sont les garçons qui préparaient, pas moi. Mes frères étaient passionnés de la chose, mais moi je m'occupais de vaisselle jusqu'à aujourd'hui. C'est un exploit. Au point que nos épouses discutaient pendant que ça se faisait, et que ma mère un jour s'est exclamée, mais qu'est-ce que j'ai fait? Les épouses de mes garçons discutent pendant qu'eux s'occupent de tout. Moi, j'ai trouvé qu'il fallait un certain génie pour avoir pensé comme ça. Donc aujourd'hui, moi, je suis premier défenseur des femmes. Je crois d'ailleurs que c'est le sexe fort. J'en suis sûr. Il ne faut pas le dire partout, sinon nous serions déstabilisés, nous les hommes, tellement nous sommes faibles. C'est une vérité. C'est pas derrière tout grand homme, il y a une grande femme, c'est abscisse ordonnée. S'il y a une mère, il y a une épouse, il faut la mère et l'épouse pour qu'il y ait une chance d'avoir un homme bien. Si Dieu est l'alpha et l'oméga de sa création, je n'ai pas peur de dire que la femme est l'alpha et l'oméga d'un homme bien. Donc ça, c'est grâce à ma mère. Mon père est un monument de rectitude et de brio. Et c'est le premier qui nous inspire. Maintenant, s'il faut parler d'ouvrage, L'Alchimiste de Paulo Coelho m'a fait une impression extraordinaire. En lisant ce livre, je me suis dit, voilà un monsieur qui dit tout ce que je pense mieux que moi.
et qui parle de choses que j'ai ressenties, que j'ai trouvées par moi-même. J'ai lu et relu ce livre. Cheikh Anta Diop et son œuvre, notamment l'Afrique précoloniale, qui m'a permis de découvrir, notamment, j'ai lu presque tous ses livres, mais l'Afrique précoloniale m'a intéressé en ce qu'il y démontre, c'est que les Africains sont parents. Thèse primordiale, l'Afrique de l'Ouest a pour origine l'Afrique centrale. L'Afrique de l'Ouest, base Sénégal, a pour origine l'Afrique centrale qui est venue de la Nubie antique et de l'Égypte antique, s'est allée au sud de l'Afrique et s'est remontée en Afrique de l'Ouest. Cheikh Anta Diop m'a particulièrement marqué. Il a montré le lien via les prénoms et les noms entre les différentes sphères. Aujourd'hui, je fouille. Je peux le dire ici. C'est un début de scoop. Ce que j'ai trouvé sur la base des travaux de ce grand savant est extraordinaire. Et je n'en reviens pas. Je me pose des questions. Je me pose des questions. Donc, l'ensemble de l'Afrique centrale, avec pour point de départ le Cameroun, est bien à l'origine de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi je l'affirme? Parce qu'on découvre aujourd'hui des noms de contrées, des noms de fleuves, je m'arrête là, qui ont une signification profonde en Wolof. Je parle parfaitement Wolof. Le Wolof est un dérivé du Lébou ou l'inverse. Et donc, on voit l'ancienne langue Wolof dans des noms de contrées de chez vous. C'est fou. Vous avez au Congo le festival Kébé-Kébé. Et vous ne savez pas que Kébé, c'est ici. Ils sont là, non? Ils sont sénégalais. On a en RDC, on a au Cameroun le festival Nyang-Nyang. Nyang-Nyang. Ailleurs, c'est Nyem-Nyem, mais en réalité, c'est Yem-Yem, avec le dédoublement qu'on connaît bien au Sénégal. La culture lébou est profondément chez vous là-bas, au Cameroun là-bas, là, nord, sud, centre, est, ouest. On a la surprise de découvrir des noms de lieux qui signifient profondément en Wolof. Lui, il n'a pas parlé de noms de lieux, il a parlé de prénoms et de noms. Et la chose est immense. Ça veut dire qu'on se rend compte que la plaque tournante, c'est le Cameroun, mais que la RDC, le Congo-Brazza, le Gabon, la Centrafrique, c'est émouvant parce que c'est du Wolof. C'est de l'ancien Wolof. Et on se demande, mais comment c'est rentré aussi profondément? C'est plus de 600, 700 termes. Et vous n'en savez rien. Et les Sénégalais n'en savent rien. C'est un truc de ouf, cette affaire. Donc vous prononcez, vous ne savez pas. Ok? Et on sent que les ancêtres se sont amusés. Parce que les termes qu'ils ont donnés là, c'est comme si... c'est des termes qui se lançaient et ils savaient que le moment venu, quand on découvrirait ça, il n'y aurait aucune possibilité de dire ce n'est pas ça. C'est extraordinaire. Et c'est un monsieur qui a été à la base de ça. Ce qu'il a dit est vrai. Et donc on va jusqu'au Zimbabwe, on va jusqu'au Botswana. On retrouve la chose. On remonte en Somalie, on retrouve la chose. Donc on voit que dans la langue somali, il y a du Wolof. Quand on va au Zimbabwe, on va au Botswana, on voit qu'il y a aussi des noms de 3 points de suspension qui sont du Wolof. Donc je suis en train de travailler là-dessus. Je suis en train de... Moi, c'est pas sous langue historique. Je suis pris de cours par langue historique. Moi, je dois traiter ça sous langue du développement personnel. Ça veut dire que les Sénégalais qui ont appelé les autres des Niaks, sauvages, les autres qui ont appelé les Sahériens, dont les Sénégalais les Saïs, se sont bien fait avoir parce qu'ils sont directement parents. C'est-à-dire que la racine du Sénégal, c'est l'Afrique centrale, dont la racine, j'ai vérifié tout, c'est la Nubie antique, donc le Soudan du Sud actuel et l'Égypte. Je suis allé vérifier, j'ai suivi la trace et j'ai trouvé donc les mêmes choses. C'est pas que des prénoms et des noms. Et le monsieur là, il est extraordinaire. Là, ce que je dis là, je ne peux pas
expliquer ça profondément parce que tout le monde ne comprend pas tout. Ok? C'est-à-dire que ce sont des termes profonds de la culture sénégalaise qui se retrouvent dans vos espaces et vous ne savez pas. Ouais. Donc il faudrait une rencontre, une discussion pour dire est-ce que tu sais que ce que ça signifie, ton nom là même, ce que ça signifie. Il y a le Tchad dedans, il y a donc toute l'Afrique centrale. Donc le blanc savait ça. Et nous on est là, on va, on vient. On est au courant de rien. C'est une ironie du sort. On vient dans des écoles comme celle-ci, on se croise et on ne s'en rend pas compte. Moi je fais bosser les gosses là-dessus et ils n'en reviennent pas. Ils s'assoient, ils se regardent. J'ai dit oui. C'est vous-même là. Vous êtes même. On regarde dans les festivals Québec, on regarde. On reconnaît les rites d'ici. On reconnaît le faciès, le profil d'ici. Voilà comment on s'est fait avoir. J'ai d'autres références. À un moment, j'ai gommé certaines parce que je ne voulais pas être esclave du livre ou de l'auteur du livre en tant qu'Africain. J'ai eu le sentiment qu'il y avait une stratégie qui consistait à nous piéger par ça. Je regarde nombre de mes collègues qui passent leur temps à citer des auteurs d'ailleurs et jamais de chez eux. Donc à un moment, j'ai stoppé l'affaire. Je n'ai plus rien lu en matière de développement personnel. Peut-être écouter un peu Boris Cyrulnik, je ne sais pas très bien prononcer son nom. Oui. Et après, j'ai arrêté. J'ai dit non, mon ami, les références sont chez nous. Je connais la charte de Kouroukan-Fouga. Est-ce qu'elle est rapportée via Sundiata? Je connais la chanson qui a été élaborée en l'honneur de Samori Touré, pour qu'il reste un homme vaillant. Je connais la confession négative des Égyptiens antiques qui préfigure les 10 commandements. Je suis allé chercher la source de modèles qu'on nous donne aujourd'hui. Esope, les fables d'Esope qui préfigurent celles de La Fontaine. On a pris chez Esope, on me dit La Fontaine. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà comment j'ai construit mon univers. J'ai dit, allons chercher dans nos valeurs, Kocc Barma et tout ce qu'il a dit, que les Blancs connaissent mieux que nous. On dit Kocc Barma, Kocc Barma, Kocc Barma. On ne sait rien de tout ce qu'il a dit, on ne l'utilise pas. Les Mauritaniens sont en train de dire que ce qui a fait qu'il n'y a pas de terroristes chez eux, c'est qu'ils ont compris qu'il faut s'appuyer sur la manière dont les ancêtres faisaient. Ils disent que là où il y a majorité et où il y a minorité, tous ceux qui sont frustrés, il faut s'asseoir avec eux et discuter régulièrement avec eux pour qu'ils s'apaisent. Et ils ont pris ça dans nos valeurs à nous. Donc je suis allé faire la collecte de nos valeurs. Je vais faire quoi avec? Je vais mettre ça dans nos classes. Je vais amener nos jeunes à s'intégrer à ça. On nous a bien eu. J'ai vu une telle pertinence dans nos valeurs pour éviter la guerre, des choses qu'on peut même apprendre au monde. Donc on va ressusciter ça, on va mettre ça dans le développement personnel. On va achalander ça pour que ça puisse être digeste. On va mettre ça, on va donner envie aux jeunes de mettre ça dans les jeux vidéo. On va pas faire des discussions de salon et on va pas faire du bruit. On va être dans nos coins là. Et un beau jour on va dire mais ça d'où ça sort. Donc c'est ça qu'on fouille. Je suis allé chercher les Candace. Moi j'ai plus d'auteurs. Hein. Les Candace, les 8 reines du Sud-Soudan, dont 2 ont tenu la dragée haute à des empereurs occidentaux. Elles les ont battus. Hein. Qui en parle? Les Kandaka. Les Kandaka du Sud-Soudan. Les 8 Candace. On ne connaît pas. Donc nous, on va fouiller tout ça. On sort ça. Je suis allé chercher les stratégies militaires qui ont marché en Afrique et desquelles des Occidentaux peuvent s'inspirer, notamment celle de Chaka. J'ai vu les batailles, on n'est pas au courant. C'est-à-dire c'est modélisé, on explique comment ils faisaient pour battre des armées supérieures. Mais voilà ce qui nous intéresse. Moi, c'est ça mon intérêt maintenant. C'est moins les auteurs que des faits, que des valeurs, que des éléments dans lesquels nous avons brillé et qui dorment, qui sont sous terre. Non, non, on doit sortir tout ça. Et c'est ça que je fais méthodiquement. Je crée les PowerPoint, les vidéos PowerPoint du type de ceux que tu as connus, qui sont achalandés comme des films, et on sort ça. Et l'objectif, c'est de mettre sur une immense plateforme type Netflix,
où ce sera disponible. On puise. On n'a plus besoin de ramener le gamin en Afrique parce qu'on dit qu'en Europe c'est compliqué, l'éducation est compliquée. Non, non. On prend, on puise, on peut faire à distance. Ça demande un énorme travail. C'est ça qu'on fait. Sans bruit. Ça, il n'y a pas besoin de bruit. Moi, j'ai fini avec auteur. Moi, je vais chercher des auteurs, ils me disent que Abraham Maslow, c'est lui qui a inventé le développement personnel. Ils m'ont tué. Maslow. Lui-même, il ne sait pas qu'il a inventé quoi. Lui-même, il n'a pas dit ça. C'est lui qui vient d'inventer. Comment Maslow? Bon, voilà quoi. C'est ça l'affaire. J'ai dit quoi. Merci Joël. Pour notre mot de la fin, je t'invite à regarder la caméra en face de toi afin que tu puisses laisser un message pour les générations à venir, s'il te plaît. Alors quand on dit génération à venir, c'est pour dire les futurs dirigeants. Le problème du continent actuel, c'est un problème de leadership. Les grands frères n'ont pas joué le jeu. Et la mutation a commencé, mais nous, on doit la finir. Pour la finir, on doit se décomplexer. Moi, je peux dire, à un niveau universel Afrique ou panafricain, vous verrez bientôt ce dont je parle. Nous sommes des survivants et les meilleurs du monde. Quand on dit qu'avec le Covid, nous avons d'extraordinaires facultés de résistance, ça vient de loin. En fait, on a résisté à tout. Ce qu'on a vécu là, n'importe quel peuple aurait disparu. Je parle de quoi? Les peuples ont vécu des choses à gauche, à droite. Ce que les gens n'ont pas vu, c'est que nous, on a vécu tout. Toutes les agressions de toutes les formes. Voilà, nous, on est là. On est là. Donc les jeunes doivent intégrer que c'est ça notre première force. Nous sommes des survivors. Nous sommes les plus forts en matière de survie. C'est la première chose qu'il faut intégrer. La deuxième chose, c'est que nous sommes profondément parents. Et donc, les histoires qu'on a eues là, du mal à faire les choses ensemble là, ça va disparaître bientôt. Moi, je vous promets ça, je vais tout vous sortir. On est déjà en train de le faire à un niveau pilote. La question, c'est que toute l'Afrique et le monde entier se rendent compte de ça. On va faire les choses scientifiquement, comme ils disent. Les historiens vont s'occuper de leur partie. Et nous, on va sortir ce qu'on a déjà vu. On est des parents, ces parents coco comme ça là. Parce que quand j'ai parlé de ce qu'on a trouvé là, on n'a pas trouvé que du Wolof, on a trouvé du fond. On a trouvé d'autres langues du Sénégal, le Diola, le Sérère, le Mandjak. Là-bas, chez vous, là, et vous-même, vous ne savez pas. On est profondément parents, ok? Donc, on va régler l'affaire de panafricanisme, là, à votre époque. Ça va être ce qu'un grand frère ou un père peut amener à la jeune génération. Donc, pas question de se décourager. Par contre, il faut bosser énormément. Et le point faible de la génération actuelle, c'est la paresse. On nous a eu avec les smartphones et tout ça, là, qu'on amène partout à faire des choses triviales. Non, il faut avoir des comptes à régler. Donc, ce que je dis à la jeune génération, c'est fâchez-vous. Mais fâchez-vous au sens positif. On porte les habits qu'on n'a pas créés. On ne peut pas changer ça. Par contre, quand on porte ça, on doit porter ça mieux que ceux qui ont créé ça. Et on doit créer pour nous ce qui va donner envie aux autres d'eux. Il y a des modèles. Allez vous connecter aux modèles pour qu'on ne parle pas pour rien. Il y a le Botswana qui a changé sa dimension en un laps de temps intéressant. Prenez les modèles, prenez les pays. Il y a le Bénin qui est en train de faire sa révolution là, sous nos yeux. On ne va pas attendre 30 ans pour dire ils ont fait. C'est là, on regarde comment ça se passe. Allez étudier. Ils donnent énormément d'informations, de vidéos. Il y a moyen d'analyser. Il y a le Ghana avec son histoire de je vais me passer du Fonds monétaire international à la Banque mondiale. On est dans du concret là. Allez étudier ça. Allez voir comment ils ont pris ces décisions, comment ils mènent la barque et comment ils volent de succès en succès sans faire beaucoup de bruit. C'est ça que je disais au débat de l'autre côté là. Donc l'avenir est à l'Afrique. C'est pas un credo, c'est pas... Non. L'arme aujourd'hui, c'est la population. Là, je vais me taire parce que ça devient stratégique. Donc, le futur est en train de s'orienter vers ici. C'est pour de vrai. Donc, ceux qui vont réussir, c'est ceux qui vont mieux comprendre ce continent-là que d'autres. Et ça ne peut pas être les autres, ça doit être nous. Donc, il faut travailler. Il faut travailler énormément. Il faut travailler à quoi? À être passionné. À être passionné de quelque chose et à atteindre la meilleure version de soi-même. Ce qui va permettre de toucher le continent entier
le monde entier. C'est ça la route. Et que personne ne dise on m'a mis par défaut dans quelque chose que j'aime pas. Ce que j'ai appris, c'est que quel que soit ce dans quoi tu es, tu n'aimes pas parce que tu restes à la surface. Mais tel que Dieu a fait les choses, dès que tu creuses un domaine, tu creuses, tu tombes dans la découverte, tu tombes dans l'inédit. Plus tu creuses, plus c'est inédit. Plus c'est inédit, plus tu es passionné. Donc le secret de la passion, c'est ça. Tu creuses n'importe quel domaine, tu creuses et ça devient intéressant. Donc voilà la démocratie que Dieu a mis, nous on n'avait pas vu. La démocratie, c'est-à-dire n'importe quel métier. Si tu restes à la surface, tu vas raconter tes gni là. Mais quand tu creuses, ça devient passionnant. Ça veut dire qu'il n'y a plus de complexe. Le métier que tu as sous les yeux là, quel qu'il soit, si tu n'as pas moyen de tourner là, creuse. Creuse, tu vas voir que le métier, il va te sortir ses secrets. Et c'est là que tu vas te rendre compte que le regard que tu avais sur le métier, il était biaisé. Et tu vas pouvoir trouver ta passion. Ce dont je parle là, c'est démocratique. C'est n'importe quel métier. C'est le meilleur cadeau que je puis vous donner. Si vous investissez votre temps dans quelque chose dans lequel vous êtes, creusez. Creusez. La passion va sortir parce que vous allez voir de l'inédit. Et donc vous allez retourner chaque fois à la chose. Et la chose va vous emporter. C'est ça le meilleur moyen de lutter contre le chômage. Tout le reste là, c'est blabla. Tchoko, tchoko. Vrai, c'est ça. Donc, il n'y a aucune place pour le désespoir. On va s'en sortir. Et vous êtes la jeunesse et vous êtes plus nombreux que tout le reste du monde sur le continent là. Donc, on peut terminer comme ça. On va dire l'affaire est dans la boîte. Ça y est, ma rencontre avec Joël arrive à son terme. Et pendant cette heure d'interview, j'ai appris énormément de choses et j'espère que vous aussi. Il m'a captivée par sa connaissance de l'Afrique, sa capacité à connecter les peuples et surtout à nous raconter notre histoire au travers du passé, au travers de nos racines. Et j'espère que comme moi, vous en avez appris beaucoup et que vous avez été passionné par son histoire. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine édition d'Un talent, une histoire.